Quand on parle du pouvoir au Maroc, il y a un nom qui revient sans cesse, depuis plus de 30 ans, André Azoulay. Conseiller de deux rois, c'est une des figures les plus influentes du royaume, un véritable architecte du Maroc moderne. Mais qui est-il vraiment ? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Comment cet homme a-t-il pu non seulement obtenir, mais surtout conserver une telle influence au cœur de l'une des plus anciennes monarchies du monde ? C'est ça qu'on va décortiquer ensemble. Pour vraiment saisir l'influence d'André Azoulay, il faut d'abord comprendre le paradoxe qu'il incarne. C'est la clé de tout. Et voilà ce paradoxe. D'un côté, une monarchie islamique où le roi est le commandeur des croyants, et de l'autre, son plus proche conseiller depuis 1991, qui est juif. C'est une situation absolument unique dans le monde arabe, et ça demande à être expliqué. Et écoutez bien ce que dit Azoulay lui-même, c'est essentiel. Il ne se voit pas comme une pièce rapportée, pas du tout. Pour lui, son identité juive est une part des fondations même du Maroc. Une présence qui précède l'arrivée de l'islam. Et c'est de là qu'il tire sa légitimité politique si particulière. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, comment est-ce qu'on en arrive là ? Comment ce pouvoir s'est-il construit brique par brique ? Pour ça, il faut remonter le temps, à ses débuts. Tout commence à Essaouira, et croyez-moi, ce n'est pas un détail. Imaginez ce port cosmopolite, un carrefour où juifs et musulmans font du commerce depuis des siècles, un pont entre l'Afrique et l'Europe. Il a grandi là-dedans, et ça lui a donné un atout politique majeur pour la suite. Quand on regarde son parcours, on voit bien que rien n'est laissé au hasard. On passe du journalisme économique à la haute finance à Paris, puis à une sorte de diplomatie discrète. Chaque étape est une préparation, une façon de perfectionner ses outils avant le grand retour au Maroc. Et attention, ces 23 ans chez Paribas à Paris, ce n'est pas juste une ligne sur un CV. C'est vraiment là, dans le cœur du réacteur de la finance mondiale, qu'il va tout apprendre. Il apprend à parler le langage du pouvoir, celui des chiffres, de la dette, des États, et surtout celui de l'influence en coulisses. Alors quand le roi Hassan II le rappelle au Maroc en 91, ce n'est pas pour rien. Il y a une mission très claire, aider à remodeler le royaume, à l'adapter au monde qui a changé après la chute du mur de Berlin. L'un de ses premiers grands chantiers, c'est ce fameux programme de privatisation. Et attention, ce n'est pas qu'une simple mesure économique, c'est une restructuration politique très habile. D'un côté, ça renforce le pouvoir économique de la monarchie et de ses proches. De l'autre, ça crée une nouvelle classe d'hommes d'affaires qui doivent tout au palais. Bon, une fois que l'économie est verrouillée, la stratégie passe à un autre niveau. Avec le nouveau roi, Mohamed VI, Azoulay va devenir le grand maître d'une autre forme de pouvoir, ce qu'on appelle le soft power, l'art d'influencer par la culture et les idées plutôt que par la force. Et pour voir comment ça marche en vrai, ce soft power, il suffit de regarder ce qu'il a fait dans sa propre ville, Essaouira. C'est devenu son laboratoire personnel et c'est fascinant. Le festival de musique Jnawa, la maison de la mémoire judéo-musulmane, jusqu'à l'inscription de l'héritage juif dans la Constitution, tout ça, c'est pour construire une image, celle d'un Maroc tolérant et moderne. Et là, on arrive au point culminant. Tout ce travail, économique d'un côté, culturel de l'autre, tout ça va converger vers un seul et même objectif, un grand coup diplomatique. Les accords d'Abraham ne sortent pas de nulle part, ils sont le résultat d'une stratégie pensée sur des décennies. Alors, comment ça s'est joué, ces fameux accords ? Eh bien, c'est un deal géopolitique d'une clarté redoutable. Premièrement, on active les réseaux pro-israéliens aux États-Unis. Deuxièmement, en échange, le Maroc normalise ses relations avec Israël. Et troisièmement, le gros lot, Washington reconnaît la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. C'est un échange de bons procédés, orchestré de main de maître. Et pour faire passer l'accord, il y a ce chiffre, 700 000. C'est là qu'on voit tout le génie narratif d'Azoulay. Les 700 000 Israéliens d'origine marocaine ne sont plus présentés comme des gens qui ont quitté le pays, mais comme une diaspora fidèle. Du coup, la normalisation devient une simple réunion de famille. C'est brillant. Bon, on a vu son parcours, ses stratégies. Mais alors au fond, c'est quoi son vrai pouvoir ? Il vient d'où ? Ce n'est pas un pouvoir officiel, écrit noir sur blanc. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil et de beaucoup plus puissant. En fait, tout son pouvoir tient dans une image très forte, celle du bouclier et du miroir. Le miroir, c'est lui qu'il tend au monde pour refléter l'image d'un Maroc moderne et ouvert. Et le bouclier, c'est encore lui. C'est lui qui encaisse les critiques sur les sujets sensibles, comme la normalisation avec Israël, pour protéger le roi, le commandeur des croyants. Donc pour résumer, le vrai pouvoir d'Azoulay, sa force ultime, c'est sa maîtrise du récit. C'est lui qui écrit et qui contrôle l'histoire que le Maroc raconte au reste du monde. Une histoire qui assure sa stabilité et son attractivité. C'est le grand narrateur du royaume. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question pour l'avenir. Que devient le récit d'une nation, un récit si soigneusement construit, lorsque son principal narrateur n'est plus là pour tenir la plume ?